Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'espace Droit au but. À l'émission de ce jour, nous allons parler des sanctions administrées contre les personnalités haïtiennes issues du secteur privé des affaires et du secteur politique. Du coup, on se demande d'où viennent ces sanctions, de quel droit la communauté internationale ose administrer ces sanctions. Donc, quels sont les fondements juridiques de ces sanctions? Quelle est la nature de ces sanctions? Et y a-t-il recours contre ces sanctions? C'est à ces questions que nous allons répondre à l'émission d'aujourd'hui. Non pas M. Caleb Brutus, on observe la pause. De retour, on va répondre à ces questions. Lorsque l'actualité nous tombe dessus, les palabres viennent aussi. Experts, profanes, tout le monde en parle et on parle beaucoup. On dit tout, mais parfois pour ne rien dire du tout. Par contre, il doit y avoir une explication. Peut-on se passer du droit? Que dit la loi? Allons droit au but. D'où viennent ces sanctions? La première chose à dire, c'est que ces sanctions ne viennent ni des États-Unis, ni du Canada, tout au moins théoriquement. Par contre, ces sanctions viennent de préférence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais on peut toujours se poser la question de quel droit le Conseil administre ces sanctions. Et pour répondre à ces questions, je vous invite à regarder ces références avec moi. 3 références servent de base à cette décision. C'est d'abord le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et la deuxième référence, c'est la résolution 2645 prise en date du 15 juillet 2022. Et en dernier lieu, c'est la résolution 2653 prise en date du 21 octobre 2022. Allons voir les références du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Article 39. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Article 41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à cette décision et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Fort de ce que nous venons de lire, nous voyons clairement que c'est Haïti, étant État membre des Nations Unies, qui donne droit au Conseil de sécurité de prendre ces décisions. Donc, c'est souverainement que l'État haïtien donne droit de prendre ces décisions. Donc, il y a une délégation de pouvoir en matière de sanctions consacrée par les articles 39 et 41 de la Charte des Nations Unies. Mesdames et messieurs, la résolution 2645. Cette fois, nous allons lire le paragraphe 5 qui dit ce qui suit. Le Conseil de sécurité exige la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles et déclare à cet effet disposé à prendre dans les 90 jours suivant l'adoption de la présente résolution des mesures appropriées selon qu'il conviendra qui pourraient convenir recouvrir le gel des avoirs et l'interdiction de voyage contre quiconque participerait à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits humains ou appuierait de tels actes ou agirait de manière à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Étant donné que il a été dit si il n'y a pas cessation des actes de violence tels que observés par le Conseil, dans les 90 jours, il devait y avoir des sanctions. Eh bien, 90 jours après, il n'y a pas eu de cessation des actes de violence. Eh bien, la deuxième résolution est venue pour administrer les sanctions. D'abord, voyons le paragraphe
3 de la deuxième résolution, à savoir la résolution 2653. Le paragraphe se lit comme suit. Décide que tous les États membres doivent, pour une période initiale d'1 an à compter de l'adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité créé au paragraphe 19, le comité de sanctions, étant entendu que rien dans la disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux. Voilà une première forme des sanctions qui a rapport avec les voyages. Donc, à partir de cette deuxième résolution, le paragraphe 3 consacre l'interdiction de voyage à toute personne qui participe de loin ou de près à la violence telle que nous l'observons en Haïti, à savoir la violence des gangs armés à travers différents quartiers de la zone métropolitaine, mais aussi à travers nos villes de province. Maintenant, une deuxième forme de la sanction qui a rapport au gel des avoirs. Cette sanction, nous la trouvons au paragraphe 6 de la deuxième résolution. Et nous lisons ainsi. Décide que tous les États membres, pour une période initiale d'1 an à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l'annexe de la présente résolution ou désignées par le comité ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leur instruction ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide également que tous les États membres doivent veiller à ce que ni ces fonds ni d'autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne soient mis à leur disposition directement ou indirectement de ces personnes ou entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire. Voilà l'autre forme de sanction, à savoir le gel des avoirs des personnes indexées par les sanctions, par le Conseil de sécurité, pour être sanctionnées à cause de leur participation à la violence des gangs telle que nous l'observons en Haïti aujourd'hui. Et puis tout naturellement, nous savons que l'autre sanction, l'autre forme de sanction concerne l'alimentation des gangs en armes et en munitions. Voilà, interdiction formelle quant au trafic d'armes et de munitions avec ces gangs armés. Donc, toute personne qui touche de près ou de loin avec le trafic d'armes, eh bien, ils sont aussi touchés par les sanctions administrées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, répondons à la deuxième question, à savoir, quelle est la nature de ces sanctions? Est-ce que ces sanctions sont d'ordre juridictionnel? Est-ce que ces sanctions sont d'ordre politique ou pas? Il faut dire, mesdames et messieurs, que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas une instance juridictionnelle et par conséquent, ces décisions ne sauraient être une décision juridictionnelle. Et par conséquent, pour répondre à notre question, les sanctions administrées par le Conseil de sécurité à travers ses différents membres, donc les États membres, sont plutôt d'ordre politique, administratif et diplomatique. Ensuite, ces sanctions ne sont pas judiciaires puisque non prononcées par des juridictions légalement établies. Maintenant, on peut aussi se poser la question, quelles sont les conséquences de ces sanctions sur les sanctionnés? Est-ce qu'ils sont encore éligibles aux élections? La raison de cette question, il est établi dans la Constitution que si une personne a été objet de condamnation amenant une peine afflictive et infamante, eh bien, par conséquent, il n'est pas éligible. Mais, étant donné que le Conseil de sécurité n'est pas une instance judiciaire, et par conséquent, ces sanctions ne sont pas non plus une
sanction judiciaire et n'entraîne pas une peine afflictive et infamante. Et fort de tout cela, on ne peut pas établir que ces sanctionnés ne soient pas éligibles. Et enfin, on se demande, y a-t-il recours à ces sanctions? Jusque-là, on ne peut pas parler de recours. Par contre, l'État membre concerné par ces sanctions peut demander une dérogation aux 2 premières sanctions, pas la 3e. Sur les 2 premières sanctions, on peut avoir une dérogation en fonction de la nature ou encore de l'objectif du voyage à effectuer ou des fonds à geler. Et voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin. Il y a lieu de dire effectivement que les sanctions administrées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sont fondées en fonction des textes auxquels nous nous adhérons comme État membre des Nations Unies, mais aussi les 2 résolutions. D'abord, la résolution qui avait annoncé les sanctions en cas de non-cessation des violences. Les violences ne sont pas cessées et la 2e résolution est venue pour consacrer les sanctions. Et nous savons pertinemment que les violences sont réelles, les sanctions sont fondées et ces sanctions ont des conséquences sur les sanctionnés, mais aussi, nous avons dit que ces sanctions n'enlèvent pas l'éligibilité des sanctionnés. À ce point, on arrive à la fin de cette édition. Mon nom est Caleb Botus. Je vous dis à la prochaine.